Bonjour à tous. Dimanche 12 janvier dernier, la communauté Discord Résilience et Transition a accueilli Jérémy Cravatte. Jérémy est membre du comité pour l'annulation des dettes illégitimes à Liège, en Belgique. Il est entré en militance par l'écologisme. Il est l'auteur de l'article L'effondrement, parlons-en, les limites de la collapsologie, publié chez Barricade. Il participe également au groupe Les Effondrés Ardenteux. Avant d'écouter cet échange, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à lire l'article en question afin de mieux placer le décor. Cet article avait interpellé notre communauté pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il se détachait nettement des articles habituellement critiques de la collapsologie, avec des arguments ne se contentant pas d'attaquer la seule forme de cette discipline naissante. Il nous semblait bien également que même s'il rejetait certains axes de la collapsologie, il ne niait pas l'apport des collapsologues sur le sujet de l'effondrement. Une excellente raison en fait de discuter de tout cela ensemble. Pour commencer, nous sommes revenus sur le fait que dans son article, Jérémy reproche que la collapsologie est présentée comme une science par ses créateurs. Et nous avons commencé la discussion avec une question d'un membre de notre communauté qui revenait sur ce point. La question de Jean-Luc était la suivante. J'abonde dans le sens de l'article. La collapsologie n'est pas pour moi une science académique, c'est un agrégat d'autres sciences. Mais dans ce cas, pourquoi la climatologie en est-elle une? En gros, moi, la réponse que je faisais, pourquoi je prenais l'exemple de la climatologie, mais j'ai déjà écrit, donc peut-être que Jean-Luc pourrait préciser le désaccord, c'est que pour moi, la différence, c'est que la climatologie, comme la biologie ou d'autres disciplines que la collapso utilise, elle décrit, elle étudie des phénomènes physiques, tandis que la collapsologie, il me semble, et je dis pas qu'il faut que étudier des phénomènes physiques, pas du tout, mais la collapsologie, j'ai l'impression qu'elle fait plutôt une interprétation de ce qui est en train de se passer, une interprétation de la réalité, qui du coup est très intéressante, mais je vois pas du tout l'intérêt de présenter ça comme une science en fait. Je comprends pas. Enfin, si je suppose que c'est pour plus légitimer, puisque dans nos sociétés c'est important. Quand quelqu'un te dit qu'il est scientifique, tu l'écoutes avec plus d'attention, on va dire. Je sais pas, où tu crois plus, on va dire, à ce qui est dit. Mais à part pour ça, je vois pas l'intérêt. Et donc la distinction que je faisais, c'était ça. C'était le fait que la collapsologie me semble être un discours qui utilise beaucoup de sciences et elle a raison de le faire, mais qui elle-même n'en est pas une. Il y a plus grand monde qui dit, j'ai pas l'impression qu'il y ait encore des gens qui disent que c'est une science. Même dans la définition sur Wikipédia, il n'y a pas écrit le mot science, il me semble, il faudra que je vérifie. Il y a quand même le discours de la collapsologie, c'est pas que c'est une science, c'est que c'est une étude, c'est que c'est un exercice transdisciplinaire en fait. C'est pas un agrégat de sciences, c'est une forme d'analyse de climatologie, de sociologie, d'anthropologie, d'écologie, de physique, de géologie, patati patata. Donc je sais pas si je pense qu'on est tous d'accord en fait pour dire que c'est pas une science. Mais je pense que c'est un des trucs qu'on retrouve souvent dans les critiques de la collapsologie. Est-ce que c'est une science ou pas? Mais je pense qu'il faut que collectivement on se mette d'accord que c'est pas une science et que c'est pas ça le problème en fait. Le fond du truc, c'est que c'est basé sur des rapports scientifiques de diverses disciplines. Et ces rapports scientifiques dans leur discipline sont respectés et exhaustifs. Pour toi, c'est quoi finalement la plus grosse critique qu'on peut faire à la collapsologie? Ah bah du coup vous allez rire parce que la plus grosse critique, je pense que c'est ce qui me plaisait le plus personnellement au début. Non, j'exagère. Ce qui me plaisait le plus, je pense, c'est qu'il y avait enfin un mot à la hauteur de la situation écologique, quoi. Par contre, après, ce qui me plaisait aussi, je pense, c'était le côté fourre-tout. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que ça mettait un mot sur une impression que j'avais depuis longtemps et plein d'autres personnes aussi, qu'en gros, tout allait partir en sucette. Et qu'en plus, ça allait se passer. Excusez-moi. Ça arrive. Que ça allait se passer au même moment que la fin ou en tout cas la raréfaction des ressources qu'on utilise le plus, avec les degrés qui dépassent les stades fatidiques, avec la montée des fascismes et plein d'autres questions, allait arriver en même temps, le chômage de masse, tout ce et donc
moi, ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et puis en fait, par après, c'est pour ça que je dis c'est presque drôle, quoi. Ce qui aujourd'hui me dérange le plus, c'est ce côté fourre-tout, justement. C'est-à-dire que je préfère personnellement, je sais pas, Aurélia Barraud par exemple, que je pensais ne pas aimer du tout. J'ai été le revoir hier en conférence, et en fait, moi, ça m'a fait du bien, quelqu'un qui utilise le terme effondrement uniquement à côté du terme vivant, ou qui ne parle que d'effondrement écologique, etc. Ce qui ne l'empêche pas de penser à la finance et aux risques systémiques, ou à d'autres, ou à la question des ressources d'approvisionnement, etc. Mais le côté fourre-tout, en fait, je trouve que c'est le plus gros point faible c'est son point fort et son point faible, quoi. Le point fort parce que ça met un mot sur une impression qu'on est nombreux et nombreuses à avoir. Mais le point faible parce qu'il n'est pas assez détaillé. C'est-à-dire que je trouverais super intéressant que l'effet domino soit plus détaillé. Et j'ai vu que par exemple dans le roman Après le monde, je sais pas si ça vous dit quelque chose, il vient de sortir il y a pas longtemps, de Antoinette, je sais pas comment. J'étais agréablement surpris parce que pour une fois, le pendant effondrement est détaillé. On n'est pas seulement dans une fiction post-effondrement, comme je sais pas la série sur Canal+, qui est très intéressante, ou je sais pas, il y a d'autres exemples que connaît tous, qui sont super chouettes pour s'imaginer, pour réfléchir et tout. Mais en fait, il y a quasiment personne qui assume, je trouve, de décrire le pendant. Et elle le fait. Alors évidemment, ça commence par une crise financière, c'est souvent l'idée qu'on a. Et puis elle développe. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, en faisant ça, on peut voir là où on n'est pas d'accord, pas d'accord, là où on n'a pas le même imaginaire, là où on pense pas pareil, que comment l'armée va réagir ou comment ça va se passer, à quel endroit de la planète. Arthur Keller, je trouve qu'il définit très bien ce que c'est un effondrement, en fait. Il explique bien, et j'aurais dû le mettre dans l'article, puisque c'est par après que j'ai vraiment vu ça, c'est que je trouve que sa manière après je me tais, dans le documentaire Foutu pour Foutu, la manière dont il décrit le processus auquel lui fait référence est beaucoup plus clair, je trouve, explicite, que un effondrement fourre-tout dans les discussions que moi j'ai avec les personnes qui ne se sont référées que ou principalement que à Pablo Gauthier et Raphaël, qui ont fait un super taf, c'est pas la question, mais la plus grosse faiblesse de leur taf pour moi, c'est de ne pas avoir fait l'effort ou l'exercice difficile de décrire le processus qui prétendent être un processus inéluctable, et enfin voilà, c'est tout. C'est la différence entre l'effondrement global, le discours de l'effondrement global, et les discours des effondrements comme Arthur Keller par exemple, qui pour moi ne nécessitent plus de passer par une étape d'angoisse où tout va s'effondrer en même temps. Et les nuances, en fait, elles existent. Je suis conscient qu'elles existent dans les discours collapsaux et chez Pablo et Raphaël et Gauthier aussi. Mais je trouve que ces nuances gagneraient, et c'est un peu tard, mais c'est encore faisable, gagneraient à être développées. Elles le sont par beaucoup d'effondrés, beaucoup d'effondristes, beaucoup de discussions, etc. Mais je trouve qu'elles le sont trop peu par les personnes qui ont le plus pris la parole, reçu, on va dire, la parole sur le sujet. Au final, c'est quelque part, on retrouve ce cheminement dans beaucoup de monde. Hein. La collapsologie, finalement, ça serait peut-être le stade 1 de la découverte, où on lit Servigne et on découvre tous ces stades-là. Le côté fourre-tout, finalement, et comme tu dis, est rassurant. Enfin, on met des mots sur un peu tout ce qui peut se passer, mais un peu tout est mélangé. Et c'est vrai que quand on découvre un peu après, ça ouvre les portes d'auteurs qui nuancent un peu, qui précisent la pensée. Finalement, après, on a envie de clarifier un peu, de retirer un peu des choses du fourre-tout, et puis voilà, que ça soit un peu plus clair, un peu plus construit, quoi. Il manque peut-être le mot suivant, quoi, pour on commence collapsologue et puis on finit point d'interrogation. À fond. Et si je peux me permettre, j'interviens parce qu'en fait moi c'est ce que je trouve le plus intéressant comme chantier, c'est-à-dire que ça se voit que plein d'effondristes le font en fait,
Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de productions, que ce soit des romans ou pas forcément des fictions, mais des personnes qui vont prendre la parole, des chaînes YouTube, etc., des articles, des BD, qui vont faire ça, en fait, qui font cet exercice-là. Et j'irai même un peu plus loin, même si c'est pas le plus important. Moi, personnellement, je pense que ce serait aussi rendre service aux collapsologues à qui on a trop, enfin, comment dire, sur lesquels on a trop centralisé l'attention. Yes, du coup, il y a deux choses qui sont pas mal revenues quand on a discuté de ton article. Si déjà, tout petit aparté, tu parlais du terme effondriste. Je sais pas si tu connais Laurent Testo. Oui, mais de nom, j'ai pas lu son livre. Enfin, c'est Laurent Testo, c'est pareil que toi. Il se définit comme effondriste et quand il a fait une interview pour une chaîne YouTube qui s'appelle Collapso. Je fais un peu de pub en passant. Et c'est quelqu'un du Discord qui fait des interviews et qui parle de collapsologie sur YouTube. Et du coup, il a fait une interview chez Collapso et il dit exactement la même chose que toi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on retrouve le même raisonnement, alors que visiblement tu connais pas très bien et tout, donc t'as pas regardé. Mais au final, c'est un raisonnement qu'on retrouve beaucoup dans les gens qui s'intéressent à la collapsologie, de se dire ah mais en fait machin truc et tout, et en fait le terme va plus à grand monde. Et le terme effondriste, c'est aussi un terme qu'on a retrouvé quand on a fait une interview de Camille, qui est le youtubeur de la chaîne YouTube Après l'effondrement. Je sais pas si tu connais. Si tu connais pas, je t'invite à aller jeter un œil. Bah lui c'est pareil, il se dit plutôt effondriste que collapsologue. Et donc, finalement, je sais pas qui se définit encore collapsologue à part Serling, parce que tout le monde dit bah moi non, ne me mettez pas dedans s'il vous plaît. Exactement ça. Quand tu parlais dans ton article du deuil, qui est une question évoquée chez les collapsologues et les effondristes, et du coup ce que je retirais de ce que tu disais dessus, c'est que tu comprenais pas ce que les collapsologues voulaient dire quand ils parlaient de deuil, c'est ça? Oui, en fait, je critiquais le fait que ce soit un appel, on va dire, au deuil à différencier. J'utilisais le terme, ça peut être un autre. Et ce qui est spécial, c'est que à la base, c'était en lisant un article d'un ami, en fait, qui s'appelle Vincent Watley et qui travaille en éco-psychologie, qui travaille dans la même asso que Gauthier Chapelle. Apprendre à faire le deuil, ou je sais plus, enfin, je pourrais le mettre en lien ensuite, faut pas que j'oublie. Et en fait, ça m'avait choqué que venant de cet ami-là, il l'écrive comme ça. C'était une Nathalie Grosjean, qui est une autre éco-psychologue. En fait, ils appelaient à faire le deuil jusque-là, pourquoi pas. Mais ensuite, quand moi je me demande, d'accord, mais le deuil de quoi? En fait, ce qui venait dans la liste, c'était dans le même paragraphe, nos enfants, ou en tout cas certains de nos proches, nos retraites, voire la sécurité sociale en général et les services publics. Et puis ensuite, tu avais des choses que je comprends beaucoup plus, comme je crois que c'était, je sais plus si elle parlait des smartphones ou une partie des hautes technologies, enfin toi. Et en fait, des hautes technologies de la communication, les moyens de transport, enfin. Et en fait, il y a ce qui me gênait, c'est que ce n'est pas qu'on envisage que on n'aura plus de moyens de transport. Ça, je trouve ça tout à fait sain d'envisager ça et d'en discuter, de se préparer, et d'en débattre. Ce que je trouvais malsain, c'était en fait de dire préparons-nous à accepter des choses horribles, certes, parce qu'elles vont arriver, c'est vrai, mais des choses horribles sans dire celles qui pourraient ou qui sont, selon son analyse, évitables et celles qui sont inévitables. Et donc, à nouveau, je pense que quand on pose la question, si on pose la question très clairement dans une conférence, à Gauthier ou à Pablo ou à quelqu'un d'autre, je crois qu'ils vont répondre clairement et ils vont dire, comme quand Ruffin demande, je sais plus quelle question il pose à Pablo, et Pablo dit, il y a des effondrements qu'on désire et des effondrements qu'on désire pas. Le problème, c'est qu'après, ça finit quand même en bougli-bougla pour moi, dans le sens où il dit, mais si le capitalisme s'effondre, il y aura plein de choses qu'on ne veut pas voir s'effondrer qui s'effondreront. Et donc ça mérite, en fait, t'as une phrase qui est dite comme ça, et puis ça s'arrête là, tu vois. Et j'ai trop été étonné que Ruffin ne relance pas sur cette question-là, parce qu'en fait, c'est une phrase qui pourrait nécessiter 2 heures ou 3 heures de discussion, toi, pour moi. Ça me fait penser à il y a une anecdote par rapport à ça, parce que moi, je te rejoins un petit peu là-dessus sur faire le deuil de tout de manière indifférenciée. C'est un peu problématique de la façon dont c'est exprimé, et ça mériterait, vu justement la gravité du sujet,
la nuance. Enfin, c'est un endroit où elle est peut-être encore plus importante que d'autres. Dans une interview que fait Collapso à la suite du Monde, il interviewe 2 femmes qui ont rejoint la suite du Monde. Non. Attends, excuse-moi, je te corrige. C'est pas la suite du Monde. Elles ont rejoint la commune imaginée du média, qui est un des projets plus ou moins sponsorisés. C'est pas le bon mot par la suite du Monde, mais il faut faire une distinction entre la commune imaginée et la suite du Monde parce que sinon ils vont me tomber dessus. Tu as tout à fait raison. On parle d'être précis, précis. Et du coup, une de ces 2 femmes, elle dit, bah, moi, ce qui a été compliqué, c'est de faire le deuil de voir ma fille se marier, de la voir, je sais plus, avoir son diplôme ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça un peu choquant qu'on fasse à l'avance le deuil de choses qui sont considérées comme mortes, alors que non, c'est pas, enfin, même dans un monde effondré, on peut peut-être encore vivre et se marier. Enfin, en tout cas, ça paraît un peu prématuré et je pense qu'il y a une nuance entre faire le deuil d'une certaine vision de l'avenir, c'est-à-dire la continuité du monde actuel. Et du coup, il y a quand même peut-être un processus psychologique d'imaginer que tout ne va pas continuer comme avant et de ce que ça peut impliquer. Mais de là, dans le détail, aller presque faire le deuil de ses enfants, c'est dur. En plus, c'est violent. Puis, enfin, ça a quand même un certain nombre d'implications, quoi. Je pense que je sais plus si c'est Servigne ou je sais plus. J'ai l'impression que c'est Servigne. C'est pour ça que j'ai réagi à ton article là-dessus quand on en a parlé. Mais il me semblait que pour moi, la réponse à cette question, de quel deuil on parle, c'était, il y en a une qui répond à tout sans rentrer dans les détails glauques. C'était faire le deuil des avenirs de certains avenirs possibles. C'est-à-dire qu'avant que tu prennes conscience que toi, moi ou n'importe qui prenne conscience de l'effondrement, il se projette, il a une idée de ce que va être son avenir. Une idée plus ou moins claire et une idée plus ou moins qui lui plaît ou pas d'ailleurs. Mais la collapsologie, que ça fait à tout le monde, en tout cas à beaucoup de monde, c'est que ça te fait te dire « Ah, ça, ce sera peut-être pas possible ». Après, je pense pas qu'il faut rentrer dans des trucs comme Evan, les exemples qu'il donne. Je pense que c'est juste faire le deuil de certains avenirs possibles. Est-ce que c'est vraiment utile que je continue de rêver de faire le tour du monde par exemple? Oui, c'est ça. Et après, il y a le côté souhaitable aussi, c'est-à-dire que Exactement. Une fois qu'on dit bah ok, je vais peut-être arrêter parce que je vais peut-être plus pouvoir voyager et faire le tour du monde, mais c'est du coup l'interrogation qu'il y a derrière, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est encore souhaitable? Bah alors l'envie, oui, peut-être est là, mais du coup aujourd'hui, prendre l'avion, ça a un vrai impact, etc. Et du coup, il y a le processus de deuil, il a un sens là dès maintenant, quoi. Et du coup, c'est plus faire le deuil de choses hypothétiques qui sont encore possibles et qui en plus sont très douloureuses potentiellement. C'est un peu bizarre, quoi. Mais ça, du coup, je suis d'accord avec toi, ça mérite d'être précis de préciser dans le contexte là-dessus. Si je peux me permettre, en fait, sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est quand même un des plus importants. Comme je sais plus qui dit là en écrivant, le fait de faire plusieurs personnes, je pense, le fait de faire le deuil, grosso modo, de ce qu'on avait prévu, quoi, ou comment on imaginait la suite. Bah moi je trouve ça correct en fait de le présenter comme ça et puis ensuite on va plus loin. Ce que je trouve incorrect, on va plus loin dans le sens où on parle de choses concrètes comme l'avion, le mariage ou d'autres choses et on en discute pour voir les imaginaires différenciés. Mais surtout en fait comment faire pour pas rester juste dans une posture ou un appel au deuil qui soit, je sais pas comment l'exprimer clairement, mais alors passif c'est pas le bon terme, mais qui soit une forme d'attente de quelque chose qui va arriver. Donc on sait que en fait ce qui compte est de toute façon en train d'arriver, mais si on veut choisir donc ce qu'on lâche, choisir, on pourra pas tout choisir, on est bien d'accord là-dessus, mais si on veut avoir une prise, ou plutôt si on veut utiliser les prises qu'on a, et je pense que c'est là qu'on a des imaginaires très différents entre des personnes comme moi ou d'autres collapsos que je me permets de critiquer, je pense qu'on a un imaginaire très différent sur ce qui est possible et ce qu'on devrait faire, donc deux choses différentes, mais surtout sur ce qui est possible. C'est-à-dire que si on différencie ce qu'on pense qu'il faut lâcher ou qu'on veut lâcher de ce qu'on veut sauver ou qu'on veut tenter de sauver, et ça c'est la posture un peu de Corinne Moët-Darleux par exemple,
là, ça devient hyper intéressant. C'est-à-dire que je pense de nouveau que Pablo ou d'autres, si on leur pose la question, ils répondront et ce sera intéressant. Mais ils en ont pas fait jusqu'à maintenant une priorité de trier. Tu vois, je leur demande pas en fait de dire tout ce qui doit être sauvé ou tout ce qui doit être lâché. Je pense que ce serait juste mieux de dépasser une posture où on parle de deuil sans préciser en effet, mais ce qui du coup, je pense, alimente une idée un peu le tri entre ce qu'on veut sauver et ce qu'on veut lâcher, on va pas le faire nous. Tu vois, et donc un peu de nouveau une position un peu de le système industriel va s'effondrer et donc à ce moment-là on réagira de telle ou telle manière plutôt que de se dire en fait puisqu'il est en train de s'effondrer, enfin puisqu'on est dans une phase, enfin vous voyez ce que je veux dire, les choses qu'on veut trier c'était hier et c'est aujourd'hui quoi. Et enfin voilà, je m'exprime pas très bien sur ce point-là, mais Si, mais c'est très bien. Mais du coup, tu m'amènes de manière parfaite à ma deuxième question, et c'est ce dont tu es en train d'essayer de parler, je crois. Tu me diras si je me trompe. Une autre question que tu évoques dans ton article, et je crois que c'est ce que tu es en train d'essayer de dire, c'est que tu parles de l'aspect dépolitisant de la collapsologie. Et en fait, ce qu'il faudrait, selon toi, et selon moi, et selon beaucoup d'autres, et tu me corriges hein, si je me trompe, qu'il faudrait, c'est plutôt des démarches et des cheminements de pensée qui nous amènent à agir. Donc, qu'est-ce qu'on veut lâcher, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on intervient maintenant, demain, etc. C'est ça que tu... à peu près? oui, c'est-à-dire que je pense que en fait la plupart des collapsos posent les les bons enjeux. Tu vois. Ils parlent, même si c'est assez centré sur nos vécus, mais ça c'est un autre sujet et c'est normal entre guillemets. C'est juste qu'on peut faire mieux, mais c'est normal. Et en fait, ils posent les enjeux gravissimes. Et donc à partir de ces enjeux gravissimes, moi j'ai l'impression que le plus intéressant c'est de parler de comment on va vivre ça collectivement, comment on est en partant de ce qu'on est déjà en train de vivre, et en effet c'est ce que Vincent Mignoro propose, enfin dit, et là-dessus il se décale entre guillemets, il aime pas l'idée d'attendre ou de parler d'un futur cataclysme ou futur effondrement, tout ce qu'on veut, et donc moi je pense que ils ouvrent une brèche géniale en fait. Ouais, en fait c'est ça. Ils ouvrent un chantier qui est vraiment super important, super intéressant, mais ils l'ont pas commencé, je trouve, pour la plupart d'entre eux, pas tous. Et donc l'appel entre guillemets, et je pense pas être le seul à le faire, c'est un peu de dire ne cherchons plus nécessairement à focaliser sur des personnes qui nous diraient tout ce qu'il faut. Continuons à se nourrir de toutes ces personnes-là qui sont en effet vachement diversifiées. Et en fait, nous-mêmes, avec des petits groupes ou des plus grands groupes, tu vois, en Belgique, il y a, t'as Construire un déclat, t'as les Effondrer à d'autres qui sont totalement différents. Si j'ai bien compris, il y a des gens proches d'Adrastia qui sont en Belgique et d'autres qui font la même chose. Et en fait, c'est pas du tout suffisant, mais ce genre de questions, je pense qu'on doit être capable de les amener, et il y en a qui commencent à Liège à le faire, dans des maisons médicales, dans des endroits où en fait ces enjeux énergétiques, physiques et politiques, financiers sont un peu la première ligne, j'ai envie de dire, ou les premières lignes. Et amener ces questions-là dans ces lieux-là, en le faisant à notre manière, sans chercher à recracher un discours qu'on a lu, ou c'est à stade de l'effondrement, si je peux me permettre, ou d'autres trucs, là je pense que ça peut devenir très puissant. Enfin, pas seulement devenir, c'est déjà en cours, mais que c'est beaucoup plus puissant quand on le fait comme ça, quoi. Justement, il y a un truc que tu dis dans ton article, et pour le coup, c'est une des phrases qui m'a fait le plus tiquer. Tu dis, j'ai retrouvé la phrase là pendant qu'on discute, tu dis « Leur analyse, en partie erronée, porte en elle une dépolitisation qui, à son tour, produit des réponses insuffisantes, voire contre-productives. » Donc là-dessus, on vient d'en parler pendant 3 quarts d'heure, on voit ce que tu veux dire. La collapsologie, c'est quelque chose qui va pas assez loin dans certains aspects. C'est quelque chose qui est dans le discours d'origine assez dépolitisé. Mais du coup, est-ce que tu fais quand même une distinction entre ce discours de base qui a quand même maintenant quelques années dépolitisant et l'effet concret que ça a sur les gens? Il y a Bisbo Zul, par exemple, un des auditeurs, qui nous parlait je connaissais pas du tout, je sais pas ce que ça vaut, mais il nous parlait de l'Observatoire des vécus du collapse, Obveco, si quelqu'un peut envoyer l'URL sur le chat. Je sais pas si tu connais, mais apparemment, du coup, il y a tout un observatoire et plusieurs sociologues qui disent
que non, la collapsologie, c'est pas dépolitisant, au contraire. Qu'est-ce que tu en penses du coup de l'impact de la collapsologie, pas du discours? Ouais. En effet, l'Obvéco, je l'ai critiqué critiqué, je sais pas. Oui, si, c'est ça. Dans le deuxième article. Et puis j'ai eu un échange du coup avec Loïc Stéphane, qui est une des 3 personnes qui le portent, parce que il avait écrit une réponse à mon article sur son blog, et puis moi je lui ai répondu par mail, parce que je trouvais pas ça très intéressant comme réponse, mais par contre je trouvais intéressant de mieux comprendre ce qu'il voulait dire, quoi. Et donc on a échangé vite fait. Et ce que je critiquais grosso modo, donc c'est en effet un truc qu'ils ont, un des seuls trucs pour le moment qui a fait l'effort de faire des sondages, on va dire. Alors de qualité variable. Les premiers, c'était surtout par Internet, par Facebook. Donc autant dire qu'en gros c'est très restreint. Je veux dire, les personnes qui utilisent Facebook, qui vont sur les forums collapso sur Facebook et qui dans ces forums répondent aux c'est un peu sondages. trop ciblé, quoi. C'est juste un profil spécifique, mais en soi, ça a quand même amené des choses ou confirmé des hypothèses ou des préjugés qu'on pouvait avoir. Et ensuite, ils ont fait d'autres sondages un peu plus intéressants et je pense qu'ils vont continuer à en faire plein. Le seul truc que je disais, c'est que dans sa présentation, ou dans leur présentation plutôt, mais il n'est pas d'accord, enfin je le dis tout de suite, il n'est pas d'accord avec mon point de vue et c'est normal. Moi, je trouve qu'ils présentent leur travail comme une possibilité de trancher les débats de fond avec des données. Et je pense que c'est l'inverse de la méthode sociologique. Enfin, la méthode sociologique, c'est pas fait pour ça. Mais je comprends l'intention. Et en tout cas, qu'ils le fassent bien ou pas bien, enfin mieux ils le feront, plus ce sera intéressant. Mais de toute façon, ça permet déjà de casser un peu des caricatures sur les profils d'effondrés, d'effondristes, collapsonautes, enfin tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que je lui demandais, après j'arrête sur l'Obvéco, je lui demandais est-ce qu'ils allaient aussi essayer de faire des sondages, entre guillemets, des enquêtes auprès de personnes qui justement soit ne s'intéressent pas au discours de l'effondrement, soit ça leur parle pas. Tu vois, on a eu une intervenante il y a pas longtemps dans un colloque qui a essayé d'exprimer pourquoi de son vécu ça ne résonne pas du tout. Et moi je trouvais que c'était très intéressant pour des personnes comme nous, pour qui ça résonne beaucoup, de comprendre ça. Et il m'a dit que oui, qu'ils allaient sûrement le faire, donc ça peut être chouette. Et deuxième truc, donc il y a eu d'autres enquêtes, mais pas beaucoup, en tout cas à ma connaissance. Et un deuxième truc, c'est Multitude, la revue Multitude, qui sont, j'ai quand même bladé de, je sais pas comment appeler ça, mais sans mépris, du tout sans mépris, mais des athélos en sociologie et dans d'autres disciplines, philo, etc. Et qui en fait, c'est assez intéressant. Ils ont fait un numéro sur l'effondrement où en gros ils appellent les critiques à pas tirer des conclusions trop hâtives, quoi. Et c'était pas mal en fait d'avoir un rappel un peu comme ça qui viennent justement des disciplines qui sont plutôt vachement critiques de la collapsologie jusqu'à maintenant, ou des récits de l'effondrement en général. Et en fait, pourquoi je dis que c'est super intéressant? Parce qu'ils ont raison, et deux, parce qu'en fait, les effets, je pense qu'ils sont pas mesurables, mais c'est pas très grave. Par contre, je pense que on doit tous reconnaître qu'ils sont hyper diversifiés. C'est-à-dire que quand je suis trop long, tu m'interromps. Ouais. Quand les discours de l'effondrement ont commencé à vraiment, je pense, sortir au grand jour, ils ont démontré qu'ils ont réussi à un truc que aucune d'entre nous, on a réussi dans l'écologisme politique depuis blindé de temps, quoi. Que ce soit les décroissants, les transitionneurs ou plein d'autres. Et c'est pas pour faire des familles différentes, parce que c'est quand même une filiation qui est très nette, qui est très claire. On vit encore, enfin, je pense, en tout cas pour ce qui est de Pablo. Et en fait, ça, ils ont réussi. C'est ce que Corinne Moral-Darlot dit. Ils ont réussi à ce que plein de gens qui n'étaient pas écologistes s'intéressent à tout ça. Et en fait, ils sont d'abord collapsonautes avant d'être écologistes. Et donc, elle dit, notre taf, c'est de s'intéresser à toutes ces personnes-là dans leur diversité et d'essayer de politiser, entre guillemets. Alors moi, j'aime pas trop cette posture de dire on va politiser les gens, mais plutôt politisons-nous entre nous, tu vois, et comprenons en fait toutes ces personnes, qu'est-ce qui les a attirées là-dedans. Et je vais essayer de terminer là-dessus. Donc oui, je suis tout à fait conscient que les discours sont à différencier de leurs effets qui sont inconnus, qui sont pas mesurables, je pense, et en tout cas très diversifiés. Par contre, du coup, pourquoi je disais dépolitisé ou dépolitisant,
C'est vrai que c'est pas pareil, même si moi je l'ai mis dans le même sac dans ce cas-ci, parce que j'estime que Pablo est loin d'être dépolitisé, par exemple, mais qu'il a fait le choix jusqu'à maintenant dans la plupart des choses qu'il a dites ou écrites. Je pense, pour ne fermer les portes à personne, enfin pour que les personnes qui détestent les discours anticapitalistes, par exemple pour idéologie et pas pour des faits concrets, ne ferment pas la porte tout de suite et s'intéressent quand même au sujet. J'imagine ça doit être. Je dirais qu'il le dit même clairement, hein. En fait, il dit lui-même que arrivé à la fin du premier bouquin, s'est posé la question de traiter cet aspect politique qui est majeur. Mais que ils observaient quand même l'effet de leur discours dans les conférences, etc. Et que quelque part la façon dont c'était reçu de manière très différente et puis de manière aussi très violente fait qu'ils ont priorisé quand même ce sujet de l'entraide et puis de comment quelque part il faut un peu essayer de le vivre intérieurement, enfin parler un peu de ce cheminement, des possibles, etc. avant l'aspect politique. Et qui à mon avis leur troisième bouquin, enfin clairement aujourd'hui l'a interrogé à la fin de l'année dernière, il le dit clairement que c'est le prochain sujet à traiter, quoi. Ben, complètement. Et en gros, c'est un peu pour ça, tu vois, que je tendais juste une perche en disant tant mieux, tu vois, mais juste tant mieux si dans la suite, alors dans Yggdrasil, moi je le vois pas du tout pour le moment, mais dans le prochain bouquin ça pourrait. Tant mieux si vraiment on a des questions sur comment on arrête la machine, comment on fait le tri dont on parlait tout à l'heure, ou comment on tente en tout cas des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les hôpitaux, enfin etc. Tant mieux s'il y a toutes ces questions, les banlieues, enfin bref, ça, ce serait juste génial. Eux-mêmes ils disent il faut pas les attendre et ils ont raison. Mais en fait, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, je parlais de dépolitiser ou la différence entre un discours qui est insuffisant et un discours qui peut être contre-productif, c'est, alors je sais pas vous, si dans vos expériences ou dans vos entourages ou dans les récits que vous regardez, les fictions que vous regardez sur le sujet, vous retrouvez ça aussi. Mais en gros, ce qui m'a le plus déçu, j'ai envie de dire là-dedans, c'est de me rendre compte que beaucoup de personnes, du coup, envisagent ce sujet par le prisme si pas un événement, d'une période, ouais, c'est ça, on va dire d'une période très spécifique qui va tout accélérer d'un seul coup, ou plutôt tout décélérer d'un seul coup. On va avoir une simplification, une relocalisation, une très puissante et très rapide, qui en fait va totalement chambouler nos cadres. Ouais, le jour J, quoi. Voilà, et en fait ça, moi, c'est une des choses qui m'attire énormément, mais en fiction, pour ensuite parler, tu vois, comme le fait l'Antémonde ou quoi, pour parler, pour discuter. Par contre, quand il s'agit de ce qu'on fait ou ce qu'on envisage de faire, je trouve que la continuité, même dans la rapidité, hein, mais la continuité qu'on est déjà en train de vivre, je trouve que c'est plutôt ça le point de départ intéressant. Ouais. Et je vais essayer de terminer. Pourquoi je parle de certaines réponses qui sont contre-productives, c'est par exemple le mouvement d'exode urbain, entre guillemets, ou le désir de s'évader, on va dire, ou d'aller construire quelque chose ailleurs à la campagne, on ne sait pas où, machin. C'est un truc qu'on est quand même très nombreux, pas tout le monde, mais très nombreux à avoir voulu depuis qu'on est ado ou quoi. Et donc c'est pas ça le problème pour moi. Le problème, c'est la manière dont c'est présenté la plupart du temps de nouveau. C'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que, et désolé, je suis un peu long, mais que ce sujet qui est central, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir bouffer, se soigner, se loger, en sachant qu'on a des métropoles, des mégapoles. Alors, ils vont peut-être finir par répondre à cette question, et moi je pense qu'il ne faut pas les attendre pour ça, mais le fait de parler de communautés résilientes, ça a du sens, mais pour en parler réellement, de nouveau, je trouve qu'il manque plein de choses. Et en ne parlant pas de la propriété privée, entre autres en France, par exemple, des terres, comme en Drôme ou ailleurs, et en ne faisant que enfin, ils font pas que ça, mais je veux dire, des coopératives qui permettent dans le cadre actuel, tu vois, des choses, de s'installer et pas dans un cadre qu'on essaierait de dépasser. Moi, je pense que du coup, c'est assez violent, en fait, comme
imaginaire qu'on vend aux gens, puisqu'on sait juste que la majorité ne le feront pas ou ne pourront pas le faire. Et donc, on peut l'assumer, hein, je dis pas que c'est scandaleux en soi, mais si on l'assume. Et Yves Cochet, par exemple, l'assume un peu plus. Et donc, il y a des gens qui le détestent pour ça. Mais si on ne l'assume pas, pour moi, on vend un peu un désir un peu bizarre, voire on peut produire aussi un effet, tu vois, un effet où de plus en plus de gens vont essayer de faire ça, avant de se demander comment est-ce qu'on pourrait faire ça à plus grosse échelle, ou comment est-ce qu'on fait avec les villes. Ouais, Servigne, je sais pas si tu as vu la conférence Comment nourrir l'Europe. Pour le coup, il a même écrit un livre, je crois, là-dessus, Servigne. Et pour le coup, je trouve que je te trouve un peu dur parce que il explique vraiment dans ce livre comment nourrir l'Europe, justement. Il donne des projections de chiffres, combien d'agriculteurs, comment on s'organiserait un peu. Bon, il va pas très très loin dans le sujet, mais justement, c'est un truc où il parle de la société. C'est pas un truc où il dit comment fabriquer ma base autonome durable dans la Drôme. C'est vraiment comment nourrir l'Europe. C'est son sujet. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet qui a peu été évoqué par la suite. Mais au final, le discours autonomiste, j'ai pas envie de dire survivaliste parce qu'on parle pas du tout de la même chose. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais le discours autonomiste qui consisterait à prendre ses clics et ses claques, vendre sa maison et partir en Dordogne, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les effondrés. Mais au final, à part des gens comme Yves Cochet, c'est pas tant un discours qui est porté par les effondristes, par les collapsologues. Au final, ouais, si tu vas les interroger, ils le font tous et ils en parlent tous. Mais au final, t'as pas tant de. Enfin, je veux dire, Mignereau, même il te dit l'inverse. Il dit ça sert à rien de faire ça. Mignereau, il te dit cash, ça sert à rien de faire ça, de faire de l'autonomie, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui te disent que c'est pas ça l'avenir. Au final, dans la collapsologie, je trouve, parmi tous les penseurs et penseuses de la collapsologie, c'est pas un discours qui est si prégnant, je trouve quand même. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dur comme critique. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un truc de bourgeois. Je veux dire, on n'a pas tous les moyens de s'acheter un terrain. Voilà. Bah après, moi, enfin, ouais, je vais rebondir d'abord, mais il y a peut-être effectivement quand même un trou parce que c'est par là que Servigne il est rentré dans le sujet de l'effondrement, c'est en traitant de comment nourrir l'Europe en cas de crise. C'était missionné par Yves Cochet, il s'est lancé dans le sujet et il l'a étendu. Et finalement, c'est vrai que cet aspect-là a été le côté un peu collectif et résilient, a un peu été laissé de côté. Donc ça va m'amener après vers les questions suivantes sur comment sortir des constats. Mais finalement, il y en a d'autres. Voilà, comme tu dis, il faut pas attendre pour s'emparer du sujet. Donc il y a Alexandre Boisson avec SOS Mer en France qui travaille à ça justement sur porter ce sujet de l'effondrement chez les maires au niveau local, etc. On espère pouvoir discuter avec lui bientôt sur un vocal. Mais c'est vrai que côté Servigne, on a dans son livre, il y a peut-être un bond un peu entre voilà, on a tous les constats et puis maintenant il faut faire de la permaculture mais parce que effectivement, pour moi cette zone elle est à développer quoi. Il y a un trou c'est un peu peut-être un manque de réponse. Mais finalement, qui est l'interrogation collective en fait de comment on sort des constats. Et bon, si vous voulez rebondir là-dessus, on peut. Et puis après, justement, ça m'intéresserait de savoir de ton côté, dans les milieux que tu fréquentes, comment vous voyez sortir des constats, quelles sont les actions concrètes, quelles sont les initiatives que tu pourrais nous souligner. Alors il y en a plein qui trouvent ça vieux jeu, alors que moi je trouve que ça n'a jamais été autant actuel. Que dans les mouvements climat par exemple, ou même donc en Belgique ça a été particulièrement fort, tu vois, dans ce genre de mouvement, ou même dans des mouvements plus radicaux entre guillemets comme à la ZAD d'Arlon ou ailleurs, en fait je trouve que la question de la grève générale expropriatrice, elle est nulle. C'est-à-dire c'est comme si on avait je sais pas, mais juste oublié qui est capable actuellement de s'occuper des outils qui existent. Alors il y a des outils qu'on voudrait pas qu'ils existent, en tout cas moi, et d'autres outils qu'on voudrait maintenir au moins le plus possible, ou prioriser l'énergie pour aller dans certains services. Je parle souvent des hôpitaux, mais il n'y a pas que ça, et certains transports. Et en fait, je trouve que souvent, peut-être moins en France, vous me direz, mais on oublie qu'une des seules
manière de se souvenir de ça, c'est d'arrêter l'outil. C'est de pas seulement l'arrêter pour une revendication et puis de recommencer à travailler comme d'hab, comme on l'a fait en Belgique en 2014, mais d'essayer d'aller un peu plus loin dans certains secteurs pour se demander, ouais, mais en fait, dans 10 ans, comment on le voit, notre secteur, que ce soit le payot qui travaille chez BNP Paribas au guichet, ou que ce soit la personne qui fait accompagnateur de train ou contrôleur plutôt de train. Enfin, tu vois, qu'on se pose des questions, comment on voit notre secteur dans 10 ans, ou même dans 5 ans. Et moi, je trouve que les collapsos pourraient faciliter ce genre de débat parce qu'ils touchent des populations assez variées. Alors, ils touchent pas tout le monde, ça c'est sûr. La manière dont on présente le problème et les angoisses sur lesquelles on focalise le plus, je pense qu'elles sont plutôt destinées à des personnes, oui, pour faire facile, qui gagnent entre 1003 et 2005 par mois, quoi. Je fais un gros raccourci, mais donc la classe moyenne. Mais ces enjeux-là, de nouveau, les enjeux qu'ils mettent sur la table, si on leur rajoute la question de qui est capable de faire quoi avec les outils actuels, alors là, ça devient politique pour moi. Et plus de manière plus anecdotique, je suis d'accord avec plusieurs collapsos quand ils mettent en avant, c'est pas ce qu'ils vont mettre le plus en avant, mais quand ils vont mettre en avant les ZAD par exemple, et pas seulement parce que Notre-Dame-des-Landes était romantique, tu vois, enfin pas que romantique, était très important, mais parce que c'est une manière de lutter qui est très 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 différente de celle qui est de marcher pour le climat, qui est nécessaire aussi mais totalement insuffisante. Vas-y. On a une question de Jou. Je suis pas sûr de la prononciation du pseudo. Jou, je sais pas, qui demande justement, on parle de que faire, etc. Qu'est-ce que toi tu penses du colibrisme, par exemple? Redis. Le colibrisme. Bah, en gros, j'ai une phrase là un peu assassine dans le texte. Mais... oui, non, je sais plus comment je dis, mais en gros, je dis que le colibrisme, il nous apprend il nous appelle à lutter contre l'incendie en faisant notre soi-disant part, tu vois. Et en fait, et puis après je dis, il y a plein de gens qui sont pas d'accord du coup, que l'effondrisme peut nous appeler en fait à accepter l'incendie. Mais le colibrisme, la manière dont il est vendu, je trouve, est hyper malsain parce qu'en fait, faire sa part, moi je suis fan en fait. Mais parce que pour moi, faire sa part, ça sous-entend, alors c'est mon imaginaire, tu vois, et je vois bien qu'il est minoritaire ou je sais pas quel terme utiliser quand je parle avec d'autres gens. Pour moi, faire sa part, c'est par exemple envisager de démonter les prisons, tu vois. Pour moi, ça c'est faire sa part. Faire sa part, ce n'est pas seulement essayer de faire le moins de dégâts possible, ce qui est déjà génial, mais faire le moins de dégâts possible au-delà du fait que cette posture a été largement récupérée par le marché et donc qu'on continue à faire des dégâts. Je dis pas que Pierre Rabhi et d'autres sont tombés dans ce piège-là et qui consomment du vegan qui vient d'Argentine, mais le marché a réussi à récupérer cette posture-là pour ce qui est de, on va dire, la masse, et donc faire sa part. Moi, je suis d'accord avec cette posture. Si on redéfinit, c'est quoi notre part? Et c'est ça qui m'embête un peu, c'est que quand on discute avec, je veux pas en faire un type de personne parce que franchement il y a une diversité de ouf là-dedans et c'est normal, mais dans les étudiants étudiantes qui marchent pour le climat, c'est une discussion qui revient souvent et en fait c'est une discussion qui est beaucoup sur des catégories de pensée, mais on est très peu sur la définition de ce qu'on entend derrière. Et en fait quand tu parles de, je sais pas, l'eau par exemple, bah pour la plupart le colibrisme, l'eau ça signifie, ou en tout cas faire sa part, ça signifie d'essayer de pas exagérer, de pas utiliser plus que 5 litres par jour. Ok, génial. Par contre, on sait que Palois de Liège, c'est une entreprise qui est en train de gaspiller énormément d'eau. Et quand je dis gaspiller, c'est même pas seulement parce que c'est pour son profit, c'est parce qu'elle pourrait faire autrement. Donc on n'est même pas encore dans la lutte, je veux dire, anti-industrielle ou quoi. On serait juste dans une lutte d'éviter le pur gaspillage, la pure perte. Et en fait, pour moi, faire sa part, ça sous-entend regarder au moins dans un certain territoire ce qui se passe autour de soi et de ne pas juste laisser faire quand les 130 arbres du boulevard d'Avroy à Liège se font défoncer la gueule sans qu'on sache pourquoi. C'est ce genre de choses en fait. Pour moi, faire sa part, ça sous-entend ça. Ouais, ok. Alors, on a Ktuchik
qui demande que dire de la collapsosophie. Sophie, je sais plus comment on prononce ce mot. Collapsosophie, Sophie, ouais. Je pense qu'ils ont pas eu de chance. Enfin, pas eu de chance, c'est pas le bon terme, mais Pardon. non, mais je veux dire, c'était pas provoque du tout. Enfin, sincèrement, ils ont dû le tenir, quoi, tu vois, et je pense que c'est grâce ou à cause, je sais pas, à Gauthier que entre autres ils ont tenu cette ligne-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Est-ce que tu peux définir pour les gens qui savent pas exactement, très brièvement, qu'est-ce que c'est la collapsosophie? Il faut le rappeler quand même. Ah oui, pardon. Bah oui, pour moi, la manière dont j'ai compris la proposition de collapsosophie dans le deuxième livre, c'est au-delà des constats purement scientifiques, je me permets le raccourci, au-delà des constats du premier livre, il faut faire un travail très important de cheminement intérieur pour pouvoir affronter les enjeux qu'ils ont décrits dans le premier livre. Un truc individuel, la collapsosophie. Un truc chacun. Pas forcément. Non, pas forcément, parce D'accord. que alors souvent, elle est un peu comme faire sa part. C'est souvent interprété comme ça, et donc c'est un gros problème. Ici après, ouais. Ouais, comme les éco-spiritualités, tu vois, c'est très 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 souvent interprété comme un cheminement personnel puisqu'il est intérieur. Après, moi-même, je suis d'accord pour dire que les cheminements intérieurs, mais dont je me contrefous personnellement, mais c'est une parenthèse, ne sont pas forcément individuels. C'est-à-dire que tu fais des rituels en groupe, tu fais pas que des rituels, tu crées des communautés de pensée. En fait, tu peux créer des fortes affinités. Des groupes de soutien psychologiques, moraux, tout ce qu'on veut, de renforcement aussi, enfin tu vois, des personnes qui prennent soin les unes des autres. Donc ça existe. Je veux dire, en Belgique, Gauthier, je sais plus si c'est Réveil ou Terre et Conscience, c'est une des deux. Il fait partie de cet asso-là et ils font beaucoup ce travail-là en fait. Et attends, pourquoi je raconte ça? Ah oui, juste pour dire que je suis assez d'accord avec eux en fait pour dire que c'est pas forcément individuel, même si de nouveau le marché, je trouve, a plutôt vendu du développement personnel, qui n'est pas du tout la même chose que en fait le travail sur soi ou le travail intérieur, machin. Ouais. J'avoue que moi c'est pas ma tasse de thé, et je trouve que c'est de nouveau une forme de trop spirituel, puissant. Mais c'est pas la même chose. Faut avouer que c'est pas la même chose. Il y en a un qui peut se faire en groupe, voire qui peut être parfois politisant, mais voilà, c'est pas la même chose de développement personnel et le cheminement intérieur. Ktuchik, vu que tu es parmi nous, si tu veux rajouter quelque chose ou rebondir sur la réponse, n'hésite pas. Hein, soit à l'écrit, soit à l'oral, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si quelqu'un veut prendre le micro, faites-le savoir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rebondir, entrer dans la conversation à tout moment. En attendant, je pose la question suivante de Anne, qui est d'ailleurs notre réalisateur qui Twitch et qui s'occupe de toute la partie technique. Donc j'en profite pour le féliciter et le remercier pour son travail une fois de plus. Il y a Anne qui demande 2 questions. Je vais te les poser en même temps et puis tu réponds comme tu veux. Est-ce que tu penses que les élites peuvent se saisir du problème? Les gouvernements, les élites, on appelle ça. Enfin voilà, tu vois de quoi on parle. Et est-ce que tu crois à une possibilité, à une décroissance massive, contrôlée, voulue, etc. En gros, est-ce que pour toi, si je comprends bien les questions de Anne, est-ce que pour toi la réponse peut être politique, peut venir d'en haut? Non. Donc en gros, pour être peut-être encore un peu plus précis, et là j'ai plein de potes qui deviendraient ennemis s'ils m'entendaient, il est temps que je leur dise d'ailleurs, mais bref, la planification par exemple, donc je parle même pas des élites, hein, je pense même si on était dans... Donc les élites, elles vont réagir dans leur intérêt, je sais plus qui l'avait écrit, je pense que c'était pas Bisboul ou quelqu'un d'autre l'autre jour, j'étais trop d'accord avec la manière de décrire... ce qui allait se passer après, de nouveau, c'est mon impression, c'est mon imaginaire par rapport à les réactions des élites. Mais on serait même dans une forme d'écosocialisme comme les trotskistes nous le vendent et tout. Et j'adore ce modèle a priori. Mais on serait même sans élite. Donc on aurait même réussi à se débarrasser des élites. La planification, moi je ne pense pas que ça peut être fonctionnel. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dur de faire les constats écologiques sans planification, sans descente énergétique contrôlée entre guillemets.
ce qui m'attirait un petit peu dans le mouvement de la transition, c'était ça, c'était de se dire, on n'attend pas que les gouvernements réagissent puisqu'ils le font pas, on commence à s'organiser dans une posture, dans une idée de descente énergétique forcée. Et donc ça me plaisait beaucoup. Après, j'ai vu que le problème, c'est que c'était pas on fait sans les gouvernements, c'est qu'en fait, on fait jamais contre, mais parfois on fait un peu avec. Donc c'est pas du tout la même, enfin, les gouvernements, les institutions de manière générale, et que ce soit public ou privé. Mais, pardon, là, je fais un peu du bouli-boulga de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut pas dire je pense que tout le monde va essayer de s'en sortir comme il peut et puis c'est tout et puis voilà. C'est plutôt que j'ai une vision qui est toujours en construction comme tout le monde je pense, mais que une des seules manières dont on est capable de s'organiser d'une manière viable, j'ai envie de dire, ou au minimum juste ou le plus juste possible, c'est en effet en gérant le moins possible. C'est-à-dire en devant, quand on doit s'occuper de l'essentiel. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais je parle pas seulement de l'échelle, même si je fais partie des personnes qui sont assez d'accord pour dire qu'on n'est pas fait pour fonctionner à une grosse échelle, alors que on fait que ça. Genre là, nous, on se connaît pas et on parle, je trouve ça génial, hein, c'est pas la question, mais pour d'autres questions, c'est vraiment problématique. Je veux dire, le fait de devoir gérer comment va fonctionner l'outil comme principal de la population, Google, à travers le monde, je pense que c'est une grosse faiblesse. C'est à la fois centralisé et à la fois très distribué, mais c'est une faiblesse et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus capable de s'occuper, d'être responsable en fait, de s'occuper de nos responsabilités quand on est directement en contact avec le problème. Et donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est en gros qu'il y a très peu de problèmes qui sont censés se résoudre à une échelle plus élevée. Et donc ça, je sais que c'est un débat qui peut être très long et plein de gens ne sont pas d'accord, mais je suis assez convaincu de ça personnellement. Et donc pour la question de la décroissance forcée, j'avoue que je ne vois aucune possibilité en fait d'organiser ça à grande échelle. Ça veut pas dire que j'imagine forcément qu'on va d'abord se casser la gueule avant que les survivants puissent s'organiser. Même si j'exclus pas ce scénario du tout, s'il y a des survivants, mais je suis plutôt dans une idée, je sais pas si vous avez vu, après je ferme ma gueule, la CGT Énergie, là, que je connaissais pas et que je pensais que c'était de la merde, mais bon, il y a quand même eu des trucs cool, comme dans tous les syndicats, il y a des exceptions. Oui, ils ont coupé le courant au commissariat, par exemple. Ouais, et puis surtout, il y avait eu un discours qui rappelait, en fait, et moi je ne savais pas, tu vois, je connais pas du tout les conditions du réseau énergétique en France et tout, et même pas en Belgique, même pas en Wallonie, tu vois, et en fait, je voudrais le connaître pour agir dessus avec d'autres, dont les personnes qui travaillent l'outil, mais en gros, elles expliquaient pourquoi, selon eux, aujourd'hui, il y a X personnes en France qui ne sont pas connectées à l'électricité. Ah oui, tu parles de quand ils ont remis l'électricité à des gens, c'est ça ? Ben, je sais pas, mais c'était avant, je pense, leur action, c'était juste une vidéo de pure propagande et hyper à l'ancienne, en plus avec une sorte de drapeau, je sais pas quoi. Enfin, c'était super moche, mais le propos était, enfin moi, je dis putain, pourquoi on fait pas juste ça tout le temps, quoi, tu vois. C'était vraiment des personnes qui connaissent l'outil, qui savent du coup, ou en tout cas c'est leur version des faits, qui savent pourquoi X% de la population actuelle en France n'a pas accès à l'électricité. Et en fait, ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas pour des questions d'approvisionnement. C'est pour d'autres raisons. Et donc, eux, ils amènent ces raisons-là et ils disent, nous, notre taf, nous, ce qu'on veut, c'est donner le minimum d'électricité à tout le monde. Et donc là de nouveau, le politique revient à toi. Et je pense que sur un territoire aussi grand que la France, un réseau électrique, c'est à partir de ce genre d'infrastructure, entre guillemets, qu'on pourrait discuter la descente énergétique. C'est-à-dire que autant je suis pour ce que j'ai dit avant, je vais pas le répéter, autant je pense que pour les trains, par exemple, et pour certains réseaux électriques, on peut discuter de l'échelle dont on a besoin. Et je pense qu'il faut le faire avec les personnes qui connaissent l'outil et qui connaissent en fait la manière dont il a été développé au fur et à mesure du temps et de moins en moins résilient et de plus en plus fragile. Donc pour toi, c'est ça le futur de la collapsologie, enfin l'après-collapsologie pour toi, ce serait maintenant on a fait les constats, maintenant il faut s'attaquer à chaque secteur, sensibiliser les gens et voir ce qui peut être fait dans chaque secteur en gros. Ben moi je pense que oui, et le secteur de la santé, ça va être un des premiers, avec l'énergie peut-être, je sais pas, mais un des premiers à nous apprendre en fait ce qu'il faut faire, quoi. Il y a Balibalou qui posait une question, oui, on va rebondir là-dessus.
Alors moi j'ai une réponse, mais je vais laisser Jérémy répondre. La collapsologie semble attirer en majorité des mecs. Où sont les filles? Pourquoi on les entend pas Ouais, si elles sont là? ouais, j'avoue, c'est un peu space parce que moi, c'est Elisabeth Lagasse qui me l'a fait remarquer quand on était dans le cycle. Donc, en gros, c'est une sociologue ici en Belgique qui avait écrit, je crois, après Daniel, des premiers textes, donc Daniel Ternero qui avait écrit des critiques de la collapso. Mais Elisabeth Lagasse avait écrit un autre texte complètement différent et qui était vachement inspirant, je trouve. Donc, je l'avais invité et on l'avait fait discuter de ça. Et en fait, c'est elle qui m'avait fait remarquer, c'est beaucoup des gens qui viennent de la science dure, tout ça. Et c'est vrai que du coup, les mecs sont surreprésentés. Après, on peut rajouter, je pense, d'autres mécanismes assez banaux, qui sont le fait qu'on invite toujours plus les mecs, on s'intéresse moins spécialement, par exemple pour l'Institut Momentum, tu vas d'office inviter le chef, entre guillemets, c'est Yves Cochet, et tu vas moins t'intéresser alors qu'elles existent à Agnès Sinaï ou à Mathilde Zouba enfin elles sont dedans, elles ont écrit des trucs, elles ont fait plein de vidéos, plein de conférences et limite je trouve qu'elles sont bien plus intéressantes que lui, Ouais, mais mais je pense qu'on peut résumer la réponse à, de toute façon, la collapsologie n'est pas plus ou moins sexiste que le reste de l'humanité, et que de toute façon, partout où on va, c'est toujours les hommes qui prennent plus de place, de toute façon. c'est ça, il y a juste que Elisabeth Lagasse, elle a amené un truc. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas creusé ça du tout et je n'ai pas d'avis, mais je trouvais assez intéressant. En gros, elle disait que sur les angoisses enfin pas les angoisses, les pensées un peu. Alors, je reviens à l'idée de gestionnaire, tu vois, entre guillemets, qui va à contre-courant de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les pensées un peu de voir le monde dans son entièreté et de se demander qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ça. Eh ben, j'ai j'ai pas d'avis là-dessus, mais elle disait en gros que généralement c'est plutôt des théories ou des pensées qui viennent de personnes qui ont été éduquées comme des mecs. Alors voilà, j'ai pas plus d'éléments que ça, on en a pas discuté plus que ça, mais elle m'avait dit ça un jour. Et voilà, c'est peut-être ça peut jouer sur la collapso plus que sur d'autres trucs, mais je suis assez d'accord avec toi. A priori, faut quand même dire ce qui est actuellement. Tu prends quasiment et l'écologisme particulièrement. Mais en fait, c'est plutôt, désolé, je suis un peu long, c'est plutôt sur l'écologisme de manière générale, moi, je trouve. Que, tu vois, en écopsychologie, il va y avoir une surreprésentation de femmes, le SWAT, tout ça, nanana, écoféminisme, évidemment. Mais en fait, les écologismes en général, le mouvement de la décroissance, mais c'est flagrant, en fait, tu vois, et d'autres trucs, c'est quasiment, écosocialisme pareil, c'est quasiment que des mecs. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça pose question. Au CNTM, la branche écologie, on était que des mecs à part les latinos qui étaient des femmes, mais enfin, c'est un peu, ouais, un peu bizarre. Ok. Merci pour cette réponse. Alors, du coup, je trouve que t'en es un peu au même point que nous, quoi. On a réfléchi un peu dans tous les sens à la collapsologie, à ses limites. Bon, on commence à avoir une idée un peu plus claire. Euh, Sortir des constats, c'est hyper large comme sujet, mais pour toi là aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi tu commences? Est-ce que t'as, au-delà des projets individuels, ou est-ce que ça te paraît intéressant, les initiatives qui se créent? Voilà, qu'est-ce que tu as là-dessus à nous dire? Ok, bah, je t'avoue que je vais répondre juste de ma petite gueule, parce que sinon je vais te répondre pendant une demi-heure. Mais à partir de ma petite gueule, comme tout le monde, j'hésite beaucoup à quoi faire plus et moins, où mettre les priorités, machin. Mais en fait, actuellement, dans la ville où je suis, un peu dans la région, un des seuls trucs qui nous donne vraiment envie, c'est la question des arbres, en gros. Même si les arbres en ville, c'est que dalle par rapport à la couverture végétale qui se fait défoncer au niveau de l'étalement urbain. Mais donc, on est plutôt à essayer d'aller vers la question de l'étalement urbain. Donc, questionner le fait que, alors qu'on a bien crevé de chaud en 2018 et que c'est pas que la question de crever de chaud, mais ça aide pour le discours. On est en train de défoncer ce qui nous reste de couverture végétale. Donc voilà, on essaie de vraiment porter un discours contre l'idée uniquement de planter des arbres. C'est le discours de la municipalité ici, et c'est pas étonnant. Elle se limite à ça. Et nous, on pousse pour dire qu'il faut faire les deux. Il faut planter et il faut qu'on garde la couverture végétale actuelle, celle qui n'est pas malade et qui rend pas les zones malades. Donc on se bat un peu là-dessus, mais c'est pas évident.
Et il y a la question de débitumer pour faire plus de friches. Alors pareil, hein, pas évident, les outils, qu'est-ce qu'on fait enfin bref, par où on commence. Et donc ça, c'est un truc qui a même pas encore commencé. Les arbres, ça a déjà commencé, mais enfin c'est très lent. Et ça, j'avoue que j'aimerais bien en 2020 en parler entre autres avec les Students for Climate, parce que enfin je sais que c'est le genre de truc qui peut les botter. Mais ça, c'est vraiment à l'échelle hyper micro, ce qu'on peut faire dans notre région. Et ce qui m'intéresse plus, enfin pas plus, mais en plus, c'est de manière assez paradoxale plutôt, construire un déclat dont je parlais tout à l'heure. C'est un collectif qui a en fait qui a un peu je sais pas si c'est correct de le dire comme ça, mais une courroie de transmission de la collapsologie en Wallonie. Et donc on n'est pas vraiment d'accord la plupart du temps, mais en fait on s'en fout parce que ils posent des questions concrètes. Et les deux chantiers qui s'ouvrent, ils vont en ouvrir d'autres, mais c'est l'eau et la santé. Et donc en gros, ils ont déjà commencé à rencontrer des agriculteurs et des mairies pour ce qui est de l'eau, vu qu'on a eu plusieurs villes, peut-être moins que chez vous, mais euh, restreintes en eau les 3-4 dernières années. Et la santé, je sais pas où ils en sont, mais ils commencent des rencontres aussi. Et en gros, moi j'avoue, ça rejoint un peu la discussion que j'avais tout à l'heure, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, c'est commencer à rencontrer un peu professionnels, c'est pas le bon terme, mais les praticiens, les praticiennes de ces secteurs-là pour savoir un peu un état des lieux de ce qui existe et de ce qui foire et de ce qui fait que c'est pas résilient du tout. Et bon, et de projeter ce qu'on pense qui va arriver. Toi. Le litre à 6 euros, j'en sais rien, tout ce qu'on veut. Et essayer de projeter avec différents acteurs pour se demander, bon, bah, quelle lutte on mène. Parce que, après j'arrête, il y a un collectif en Belgique qui a commencé à prendre beaucoup de poids, c'est la santé en lutte. Mais faut avouer que de l'extérieur, la vitrine qu'on voit, c'est uniquement les conditions de travail. On voit pas grand-chose d'autre. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu vois bien que la plupart sont en train de se battre parce que ils s'occupent super mal des patients et des patientes. Mais si tu rajoutes la perspective, entre autres, de l'énergie et des changements climatiques, du réchauffement, bah là, on atteint un autre niveau, je pense, de réflexion. Donc ouais, je pense que c'est un peu les chantiers Ouais, c'est en super plusieurs. intéressant. Bah, de toute façon, hein, c'est vrai que quand on a pris en compte le côté systémique et puis l'imbrication de tout, enfin, voilà, de toutes les disciplines, finalement, on revient vers le local. Hein. C'est un peu, ça revient dans le discours de beaucoup. Mhm. Bah, du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Faut, faut. Et, et c'est là que ça va se passer, hein. C'est local. Et puis, comme tu dis aussi, ce que je rebondis sur une des choses que tu dis, c'est vrai que ça aussi oblige à se réinterroger sur comment ça fonctionne maintenant, en fait. C'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant avec l'effondrement, c'est que finalement, on se repose des questions sur des choses qui étaient considérées comme acquises, c'est-à-dire ça se dégrade doucement et puis on va laisser faire. Il y a aussi on parlait du côté des politisans et qui au contraire pour beaucoup est motivant quoi. C'est que en se reposant ces questions, en voyant les choses mourir, bah on se dit bah non là il faut agir. Mhm. Bon bah écoute, il est un peu tard, on va clôturer le live sur cette réponse. Je te remercie beaucoup de ta présence et puis de ton intervention. Bah franchement, merci de la propos et désolé pour les conditions. Il n'y Je a suis pas en de plein souci. déménagement, du coup voilà, j'ai fait ce que je pouvais, mais ouais, franchement merci pour la proposition, c'est cool. À l'occasion, tu es dispo pour approfondir un peu tout ça? Ah carrément, et moi dès qu'on peut, alors il s'agit pas que de moi donc on s'en fout, mais dès qu'on peut pointer les faiblesses de ce que je raconte et tout, moi ça m'intéresse à fond. Et au-delà de ça, je pense que l'outil que vous avez mis en place, c'est typiquement le genre de truc où on peut se renforcer, enfin vraiment quoi, où on peut se renforcer et mieux comprendre euh, ce qu'on est en train de foutre. Donc ouais, moi ça m'intéresse, ouais. C'est l'idée. C'est pour ça qu'on y travaille, à être un lieu d'éducation et de partage et d'idées quoi. D'idées quoi. D'idées quoi. D'idées quoi. D'idées quoi. D'idées quoi. D'idées quoi.